Moins 180 millions d'années, Jurassique inférieur. Moins 540 millions d'années. Moins 240 millions Explosion d'années. du Cambrien. Trias moyen. Moins 440 millions d'années. Anthropocène. Extinction ordovicien, silurien. Moins 340 millions Moins d'années. 90 millions d'années. Carbonifère. Crétacé. La trame du temps. On a un peu un point mort dans cette installation, c'est la vie géologique de la planète, la vie des montagnes, la vie des roches. Elle a influencé un peu la vie des animaux et des végétaux qu'on essaie de raconter dans la grande épopée évolutive de l'histoire du vivant. Ouais, le cycle des roches, il influence forcément l'histoire du vivant parce que le vivant, il se développe à la fois dans la mer et sur Terre. Donc la genèse des continents, c'est une étape fondamentale pour favoriser la vie sur Terre, émerger, donc la vie dans l'air, d'abord des animaux terrestres, puis ensuite qui volent dans l'air. Et puis moi, ce que je trouve passionnant dans ce cycle des roches, dans l'histoire des roches, c'est que on voit pas que ça bouge. À notre échelle de petits humains, on voit pas. Parce que le vivant, ça bouge, on vit, on meurt, et on le sait parce qu'on est directement concerné. Et donc, quand on voit un animal naître et mourir, c'est tout à fait naturel et on le sait, ou une plante. Alors que les roches font la même chose et c'est beaucoup plus difficile à lire puisque c'est extrêmement lent. Et pourtant, il se passe la même chose. Une montagne, par exemple, ça met combien de temps à se former ? Ça met quelques dizaines de millions d'années. Dizaines de millions d'années. Voilà, donc c'est assez inaccessible à l'échelle humaine, puisque quand on regarde les Alpes ou les Pyrénées aujourd'hui, on peut y aller enfant et on peut y aller vieillard. Au cours de sa vie, le paysage n'aura pratiquement pas évolué, à quelques centimètres près. Et ça se voit pas. Mais c'est quelques centimètres qui font toute l'histoire des roches, puisque quelques centimètres multipliés par des milliers de générations à l'échelle humaine, ça affecte des centaines de mètres d'épaisseur, puis des kilomètres d'épaisseur de roches, et la montagne finit par disparaître complètement sous l'action de l'érosion. Oui, alors qu'est-ce qui fait naître une montagne et qu'est-ce qui la fait mourir ? Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait naître une montagne ? C'est les mouvements qui se passent à l'intérieur de la Terre, dans le manteau terrestre, qui se produisent. Ce sont des mouvements de convection qui se produisent parce qu'à l'intérieur de la Terre, il fait chaud, quelques milliers de degrés, et à l'extérieur de la Terre, c'est le cosmos, il fait froid. Et la nature n'aime pas ce déséquilibre, et donc les roches montent pour se refroidir à l'intérieur de la Terre, et elles redescendent pour se réchauffer vers l'intérieur. Voilà. Et donc ces grands mouvements de convection entraînent à la surface l'écorce terrestre, la lithosphère, et donc au gré de ces mouvements de plaques, les plaques se séparent ou se rencontrent, et quand elles se rencontrent, elles se cognent, et ça forme des chaînes de montagnes de quelques milliers de mètres de haut. Et donc c'est des forces gigantesques qui sont mises en jeu pour former ces montagnes, et par contre ce qui tue la montagne, c'est la pluie, c'est juste les gouttes d'eau qui tombent ? Ouais, alors il y a plusieurs choses qui cassent une montagne. Il y a effectivement l'érosion, puisque quand il pleut, des petits morceaux sont arrachés à la montagne. Et donc ça part dans les ruisseaux, puis ça va se déposer dans les creux, les bassins sédimentaires, vers l'océan. Et puis il y a aussi le fait que quand la Terre arrête de pousser sur les continents, l'un vers l'autre, la surcharge de roches dans la chaîne de montagne fait que la chaîne s'écroule sous son propre poids. Et donc le mouvement repart dans l'autre sens. La chaîne s'écroule. Voilà. Et donc il y a des morceaux de roches qui glissent les uns à côté des autres à l'occasion de tremblements de terre, etc. Et donc la chaîne s'écroule. Et l'influence que toute cette vie géologique très lente de la planète a sur les animaux, c'est en partie leur fournir des minéraux dont ils ont besoin, mais c'est aussi façonner la géographie, les déplacements dans lesquels les populations peuvent ou non se rencontrer, donc ça participe à forger les écosystèmes. Oui, alors il y a des épisodes intéressants dans l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, si on regarde la carte du monde, il y a beaucoup de continents, des continents qui sont très nettement séparés les uns des autres par des grandes étendues d'eau. L'Australie est complètement isolée, Madagascar aussi, les Amériques sont complètement isolées de l'Asie, pratiquement avec quelques toutes petites bandes de mer qui les séparent du côté de Bering. Et donc ce qui fait que des populations qui sont isolées sur ces continents évoluent indépendamment les unes des autres. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître sur Madagascar par exemple des espèces endémiques qui ne se trouvent que là dans le monde parce qu'elles sont isolées des autres par les bandes d'océan. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre, tous les continents ont été réunis en un seul, ce qu'on appelle des supercontinents. Et donc il y avait un très grand océan et au milieu une énorme île qui rassemble tous les continents. Et à ce moment-là, sur Terre, les espèces terrestres qui marchent sur la Terre peuvent circuler sur tout le continent. Donc il y a moins d'isolement comme ça pour favoriser le développement d'espèces endémiques. Alors ce gigantesque continent, c'est la Pangée, c'est ça ? Ouais, c'est la Pangée par exemple, la dernière en date. Ouais. Et du coup, au moment de la formation de la Pangée, on peut se dire que c'est une aubaine d'avoir un espace aussi grand pour les animaux et les végétaux pour se déplacer. Ça a été une gigantesque crise écologique, la formation de la Pangée. Ça a généré aussi des liens avec le climat, la formation de ce gros bloc continental.
Il y a plusieurs questions dans la question et l'aubaine, oui et non, parce que je trouve que le fait d'avoir des continents isolés les uns des autres, eh bien, ça permet le développement, plus de créativité dans la biodiversité, puisqu'il y a des espèces qui apparaissent et qui n'ont pas de prédateurs, et si ça se trouve leurs prédateurs ils sont sur un autre continent, donc l'espèce peut continuer sa vie tranquille et donc développer des groupes entiers qui n'existent que là. Donc je trouve que la dislocation des continents, le morcellement, c'est plutôt une aubaine pour le développement de la vie, de la diversité. Ça évite la concurrence. Ouais, ça diversifie en tout cas. Et puis quand il y a un énorme continent, eh bien les conditions climatiques elles changent. Parce que quand on est loin des océans d'une façon générale, le climat il est plus contrasté entre l'hiver et l'été. L'été il fait très chaud, l'hiver il fait très froid. C'est ce qui se passe actuellement par exemple en Sibérie, où les hivers sont très très rudes, mais les étés peuvent être très très chauds, un petit peu au sud de la Sibérie. Et alors que quand les continents sont morcelés, eh bien le climat est généralement plus tempéré. Donc la conséquence est directe. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vous paraît facile pour nos autres êtres humains qui avons ce laps de temps très court de vie sur Terre d'imaginer le gigantisme du temps et depuis combien de temps la nature existe et depuis combien de temps le patrimoine biologique qu'on hérite aujourd'hui est-ce qu'on a la conscience de combien de temps ça a mis à se former, même pour vous, un chercheur qui travaille avec ce temps-là? Ouais, l'unité de temps en géologie, le rapport au temps est particulier puisque on étudie des phénomènes extrêmement courts qui vont de la nanoseconde pendant les tremblements de terre par exemple, où là on a un laps de temps très court, il se passe plein de choses, des mètres de déplacement, des turbulences gigantesques. Et puis de l'autre côté, il y a le million d'années qui est l'unité de base pour compter l'histoire de la Terre. Et puis le milliard d'années qui est l'histoire de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et effectivement, ça paraît complètement inaccessible à l'échelle humaine. Alors ça demande un petit effort d'abstraction. Alors on utilise des analogies. Si on écrivait l'histoire de la Terre sur des feuilles de papier A4 et qu'on racontait l'histoire sur haut comme la Tour Eiffel, donc il y a des millions et des millions de feuilles, eh bien l'ère chrétienne tient sur la dernière feuille A4. Donc c'est assez troublant. On a l'impression, d'une façon générale, que déjà l'ère chrétienne, 2000 ans d'histoire, c'est énorme. À l'échelle de la planète, de l'histoire de la Terre, c'est rien du tout. C'est un tout petit épisode. Et au final, pour produire l'être humain, il a fallu produire les vertébrés à quatre pattes, les vertébrés à quatre pattes avec des mamelons, les vertébrés à quatre pattes avec des mamelons et des placenta. Au final, nous, notre histoire, elle remonte à 540 millions d'années aussi, comme l'ensemble des animaux, et même à la formation de la vie. Vivant, tous les êtres vivants sont interconnectés par leurs ancêtres communs. Et il y a eu plein de tentatives, énormément de tentatives au cours de l'histoire avec l'évolution, et plein de tentatives ont échoué rapidement. Donc il y a eu plein d'espèces ont eu une durée d'existence très courte, quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Et c'est sans doute le cas de la nôtre qui évolue très vite. Quand on regarde l'histoire de l'homme qui s'étale sur quelques millions d'années, eh bien, on évolue vite, ne serait-ce que par rapport à nos ancêtres, même à l'échelle historique, médiévale ou antiquité, eh bien, on est déjà nettement plus grand, de plusieurs centimètres, voire même décimètres. Alors ça veut dire qu'on évolue très vite, et ça veut probablement dire que notre espérance de vie en tant qu'espèce, elle est fort limitée. On se redit ça dans un petit million d'années? Oui, s'il reste du monde pour en discuter, ouais.